Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Couverture. Le Grand Mont est une butte témoin du pays de Bray, riche d'une centaine de plantes caractéristiques des coteaux calcaires, dont une dizaine d'espèces d'orchidées et la gentiane d'Allemagne. Ce site est emblématique du propos du livre. Alors que toutes les conditions semblent réunies pour une gestion conservatoire visant à pérenniser la biodiversité, la mise en place se fait attendre depuis bientôt une décennie. Photo Olivier Gosselin, architecte, 2008. Avant-propos. Après avoir publié « Le développement soutenable » en collaboration avec un consultant béninois, il me semblait utile de poursuivre la réflexion sur nos modes de développement avec un œil critique, mais aussi pour esquisser des propositions d'action. C'est pourquoi j'ai commencé un blog, hébergé par Overblog, pour exprimer une libre opinion sur les questions d'actualité en environnement et développement soutenable et plus globalement sur les questions sociétales. Depuis 2 ans et demi, ce blog, www.michel-leron.com, a donné à lire des chroniques hebdomadaires sur des sujets très variés. Le temps est venu de rassembler les 100 premières chroniques de façon construite, selon les piliers du développement soutenable. Économie, sociétale et environnement, avec un regard sur la gouvernance. La chronique du 6 janvier 2009, Qu'est-ce qu'on attend ? Prend ici une valeur emblématique par rapport à l'esprit du livre et en fait le titre. L'auteur. Qu'est-ce qu'on attend ? La crise économique actuelle ne doit pas faire oublier les autres, que sont les crises climatiques, de la biodiversité et des énergies fossiles. Pour ce qui est du climat, nous ne sommes plus dans les hypothèses ou simulations, mais dans l'observation de phénomènes réels. Les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre se situent au-dessus des scénarios les plus pessimistes du GIEC. Sur la lancée actuelle, le bond climatique de la fin de ce siècle pourrait être équivalent à ce que notre planète a franchi entre l'âge glaciaire et l'Holocène, soit 10 000 ans. En matière d'énergie, nous sommes trop largement pétrodépendants et continuons, quelles que soient les conséquences écologiques. Et les banques financent toujours de façon très majoritaire les énergies fossiles, plutôt que les énergies renouvelables. Concernant la biodiversité, nous assistons vraisemblablement à la 6e grande extinction d'espèces vivantes, sans que cela n'émeuve vraiment les foules. La nature entière, les abeilles ou les plantes alimentaires en particulier, regorgent de pesticides, jusqu'à 20 substances actives par repas que nous consommons. Les mesures prises depuis quelque temps restent très insuffisantes, et ce qui frappe, c'est l'invraisemblable déficit d'évaluation des décisions prises qui ne visent que le bénéfice immédiat. C'est ainsi que l'Europe, en décembre 2008, s'est rangée derrière les égoïsmes nationaux et les pressions économiques pour adopter des ambitions énergétiques au rabais, sans aucune étude d'impact. De la même façon en France, le Grenelle de l'environnement n'a cessé de baisser les ambitions relatives à la réduction des pesticides en agriculture. La résolution de la crise économique présente pourtant des opportunités pour avancer dans le bon sens, par exemple en orientant l'industrie automobile vers des technologies concourant à lutter contre l'effet de serre, ou en décidant des investissements vers des technologies propres à énergie renouvelable. Allons-nous continuer, comme les passagers du Titanic, à attendre le choc pour être convaincus qu'il y avait bien un iceberg devant nous ? Il nous appartient de choisir entre le monde en crise actuelle et un nouveau projet de société. Pour cela, faut-il que des hommes politiques clairvoyants montrent la voie, et que nous choisissions cela plutôt que les pantins bonimenteurs qui ne font que reproduire sans cesse les mêmes schémas. C'est un choix politique majeur, une métamorphose qu'il faut faire, c'est un choix qui nous appartient. Le nouvel an est une période propice aux bonnes résolutions. Profitons-en pour commencer à réduire progressivement nos consommations et faire des choix collectifs qui épargnent nos enfants et petits-enfants plutôt que les contraindre à des lendemains peu souriants. Bonne année. Publié le 6 janvier 2009. 1. La dimension économique. As-tu vu Tuvalu ? L'archipel corallien des Tuvalu, au centre de l'océan Pacifique, compte 11 000 habitants. Ce bout du monde a été très médiatisé du fait de son altitude, à 5 mètres, ce qui rend les îles vulnérables à l'élévation du niveau de la mer, du fait du réchauffement climatique. Ce handicap a déterminé une partie de la population à émigrer vers la Nouvelle-Zélande. Voilà bien une maquette
de ce qui nous attend à plus grande échelle. Certes, chaque événement climatique peut trouver un précédent même lointain. Mais la multiplication de ces événements semble bien aller dans le sens des prévisions alarmistes du GIEC. Ainsi, après la sécheresse extrême de la fin 2006 en Australie, on a connu en 2007. De mai à juillet, l'Angleterre et le Pays de Galles ont reçu les plus fortes précipitations jamais enregistrées. Au sud de l'Europe, la canicule a fait les ravages que l'on sait. Une mousson cataclysmique a ravagé le sous-continent indien. Le Soudan a subi des crues et l'Afrique du Sud des chutes de neige records. Les États-Unis ont connu à la fois inondations et sécheresse. En juin, le sultanat d'Oman, en Asie, a connu le premier cyclone de son histoire. En juillet, vague de froid au sud de l'Amérique latine. En août, crue catastrophique en Corée du Nord. En septembre, pluie torrentielle sur la bande sahélienne en Afrique, cyclone désastreux sur le Bangladesh. Si la France a été épargnée, le Sud a néanmoins souffert de précipitations estivales moitié moindres que les moyennes, tandis que le Nord subissait des pluies 3 à 4 fois supérieures à ces moyennes. Les Français, plus monarchiques que jamais, schizophrènes en diable, attendent des mesures autoritaires, pourvu qu'elles ne les concernent pas. Pourtant, c'est tout de suite que des mesures s'imposent face à ces risques. Pour contribuer au ralentissement du réchauffement climatique, il faut réduire de façon drastique la consommation de produits pétroliers, en particulier dans les transports, et donc majorer progressivement la TIP pour contraindre à un changement radical. La France a exprimé le souhait d'avancer sur ce terrain difficile. Il faut maintenant agir, donner l'exemple plutôt que donner des leçons. La France est un petit pays, mais dont la voix porte parfois au-delà de son véritable poids. Il ne faut pas douter de la force d'entraînement qu'elle peut représenter pour toute l'Europe et pour le reste du monde. Publié le 4 décembre 2007. À quand les $200 ? Depuis l'apparition de l'homme sur Terre, ses relations avec la nature ont souvent été conflictuelles. La nature impose ses lois et contraint l'homme à se soumettre ou pour le moins se protéger des intempéries et cataclysmes. En retour, par le développement de ses activités, l'homme a contraint la nature, l'a remodelée, l'a parfois éradiquée. Rares sont les sociétés qui ont su parvenir à un équilibre avec la nature, et ce sont toujours des sociétés peu développées. La progression démographique et le développement technologique nous ont amenés, lentement d'abord puis rapidement au cours du XXe siècle, là où nous en sommes, la nécessité de choisir entre réduire nos consommations et survivre ou continuer sur notre lancée et disparaître. Mais la raison n'étant pas la vertu cardinale de l'humanité, pendant que la maison brûle, le développement continue. L'émergence de certains pays sur le plan économique contribue à cette dégradation. Mais comment les pays développés, les pays du Nord, pourraient-ils donner des leçons aux pays du Sud ? En vertu de quels principes les pays du Sud ne pourraient-ils pas prétendre à un développement analogue à ceux du Nord ? On ne peut sortir de cette impasse que par la raison au niveau mondial, on peut toujours rêver, ou par la contrainte. Le baril de pétrole a flirté avec les $100 à la fin de 2007. Chacun sait la place prise par le pétrole dans le développement, et combien l'augmentation du prix des énergies fossiles va contrarier l'économie mondiale. Voilà la contrainte forte qui va peut-être sauver le monde. Si le prix du pétrole augmente rapidement, il va réduire d'autant le développement, avec des inégalités inévitables entre Nord et Sud, et donc atténuer l'effet de serre et ses conséquences. Si l'humanité tout entière est incapable de raison dans les toutes prochaines années, espérons une augmentation rapide et conséquente du prix du pétrole, appelons à la taxation des produits pétroliers et dans le même temps changeons nos comportements. Consentants ou contraints. Pour connaître le cours quotidien du pétrole brut, voir le site www.pensepaysage.blogspot.com. Publié le 12 février 2008. Ça va DERAPER sur le gazoil ? Vous roulez sur la route droite et plane en sifflotant, tout va bien. Soudain, la route devient brillante et la voiture glisse latéralement, vous ne maîtrisez plus la direction, la voiture virevolte comme une danseuse, vous heurtez la glissière de sécurité dans un grand fracas, ou pire vous sombrez dans le fossé. Après un moment sonné mais vivant, vous constatez la situation. La voiture est cabossée, vous êtes contusionné, vous ne sifflotez plus. Une malencontreuse plaque de gazoil vous a fait déraper,
et vous n'avez pas su ni l'anticiper ni l'éviter. Qui sait si la société française ne va pas déraper elle aussi, sur une plaque de gasoil. Ces derniers temps, les manifestations se sont multipliées contre le prix des carburants et particulièrement du gasoil. D'abord les pêcheurs, puis les agriculteurs, chauffeurs de taxi, ambulanciers, camionneurs, etc., bloquent les routes ou les villes, s'en prenant davantage aux innocents plutôt qu'aux responsables. Le scoop du prix du pétrole date un peu puisque dès le premier choc pétrolier de 1973, il n'y a que 35 ans, on savait que le pétrole serait bientôt de plus en plus rare et cher. Mais qu'a donc fait la classe politique, autiste, depuis 35 ans, en allant à contresens des perspectives, privilégiant toujours plus la route aux dépens du rail et accélérant l'étalement urbain. Maintenant que nous sommes le dos au mur, il faudrait expliquer, définir vite des orientations nouvelles et convaincre de la nécessité de changer les modalités de nos déplacements. Au lieu de cela, on assiste à une démagogie éhontée du pouvoir qui consiste à faire croire que l'on va prendre des mesures palliatives. Certes, accompagner une profession en mutation profonde est normal, cela s'appelle la solidarité nationale. Mais soutenir les pêcheurs pour prélever des poissons de plus en plus rares avec du pétrole de plus en plus cher, c'est aller à l'encontre du bon sens qui voudrait que l'on accompagne plutôt la reconversion professionnelle des pêcheurs. Les mesures prises ne pourront être qu'anecdotiques, reportant les charges de l'usager sur le contribuable et ainsi mécontentant tout le monde au final, sans rien régler. Le prix des carburants atteindra prochainement 2, puis 3 € le litre, peut-être davantage. Que ferons-nous avec la démagogie d'un côté et la prise d'otage de l'autre ? Gare à la radicalisation des manifestants, à la violence des gens qui se sentent étranglés, trahis et abandonnés. Gare au dérapage sur une plaque de gasoil. Publié le 10 juin 2008. Jamais sans ma voiture ? Depuis 3 ou 4 décennies, dans les pays développés et en France en particulier, tout a été fait pour favoriser la voiture au détriment des autres modes de déplacement. L'étalement urbain notamment. En 40 ans, la distance domicile-travail en France est passée de 4 à 40 km, a rendu la voiture indispensable. L'industrie automobile est ainsi devenue un des piliers de l'économie, directement et par ses effets induits. Fabrication et entretien des véhicules, infrastructures, carburants, etc. Les mythes de la croissance et de la consommation à tout va ont eu raison, de la raison. L'industrie automobile a cessé de croître, sans se soucier de la saturation du parc. En France, 82% des ménages possèdent une voiture, 36% 2 et plus, 6% 3 et plus. De la diminution de la ressource en carburant, le peak oil est certainement atteint et des conséquences sur l'environnement, en particulier sur l'effet de serre. Les constructeurs ont foncé, sans se soucier de ces défis, si ce n'est en termes de communication commerciale. Mais la crise est là et le prix des carburants, provisoirement à la baisse, ne trompe personne. Chacun sait maintenant que la ressource est limitée. Faute d'anticipation de l'obstacle, les constructeurs automobiles sont devant le mur. Ainsi aux États-Unis, les grandes gloires de la bagnole sont tout simplement menacées de disparition. Les constructeurs français envisagent un véhicule électrique pour dans quelques années. Les constructeurs européens n'ont pas vraiment pris la mesure des enjeux, à la différence de leurs concurrents chinois et indiens. Bien sûr que nous aurons encore besoin d'automobiles pour nous déplacer, mais le système est à bout de course et il faut tout réinventer pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux, en somme aux défis de la mobilité soutenable. Cela signifie, si l'on veut corriger les causes de cette crise, qu'il faut revoir totalement l'aménagement du territoire, inventer d'autres modes de propulsion. Tout ne sera pas simple si l'on songe que le lithium nécessaire aux batteries des véhicules électriques est concentré dans les Andes et au Tibet et que son prix a été multiplié par 10 en 5 ans. Développer les transports collectifs et favoriser les circuits courts de distribution des marchandises. La prise de conscience des aménageurs et des élus est réelle et les exemples de densification des villes avec des transports en commun performants sont légion. Carrefour a ainsi inventé les hypermarchés sans voiture en affrétant des bus pour le transport des consommateurs, mais cela se passe en Chine. Reste à poursuivre dans cette voie, en accélérant le mouvement. Quant aux constructeurs automobiles, il n'est plus temps de les convaincre, il faut les contraindre d'autant plus si c'est l'État qui les rend flous. Publié le 20 janvier 2009. Pouvoir d'achat ou pouvoir d'acheter ?
Depuis quelque temps, en France, le pouvoir d'achat est au centre des préoccupations des habitants, des politiciens et des médias. Ceci s'explique d'abord par le renchérissement des produits agricoles et des matières premières, notamment du pétrole. L'explosion des prix des denrées alimentaires est due à la demande accrue des pays émergents, à la réduction des surfaces cultivées, urbanisation, érosion, agrocarburants et aux modifications climatiques, sécheresse, inondations, tempêtes. Chacun voudrait pouvoir acheter toujours plus. En réalité, et malgré les idées reçues, le pouvoir d'achat a beaucoup progressé depuis quelques décennies. Ainsi, en 20 ans en Île-de-France, le nombre de ménages possédant plusieurs voitures a doublé. De plus, les consommateurs ont accédé à de nouveaux services dont ils ne peuvent plus se passer, téléphone mobile, Internet, réduisant du même coup les disponibilités pour les dépenses de base. Dans les pays occidentaux, la part de l'alimentation dans le budget des familles n'est plus que de 10 à 20%, alors qu'elle est encore de 60 à 90% pour les pays pauvres, les plus contraints. N'oublions pas que le milliard d'en bas des plus pauvres de la planète vit avec moins d'$1 par personne et par jour. Un peu de pudeur ne nuirait pas aux gens des pays développés. À défaut d'acheter plus, on peut sans doute acheter mieux. De plus en plus, les Français font du respect de l'environnement un critère de choix très important pour leurs achats. Le GPS de la consommation, que constitue la publicité, a peut-être du souci à se faire. Plutôt que chien savant de la consommation, les Français deviennent des éco-consommateurs responsables. Une nouvelle communication sur les achats suppose des données plus lisibles, plus transparentes et plus indépendantes. Il reste beaucoup de travail à faire à cet égard, ce qui suppose une fois de plus que le politique anticipe les besoins, encadre les entreprises plutôt que d'être à la remorque des lobbies. Il faut aussi que les consommateurs acquièrent une meilleure connaissance des coûts réels. Ainsi, le prix payé par les familles pour les cantines scolaires représente environ la moitié du coût réel, et celui des transports publics, de l'ordre de 30%, le contribuable payant le reste. Si le pouvoir d'achat, c'est la valeur équivalente d'un salaire en marchandises et services, le pouvoir d'acheter, c'est la possibilité d'agir librement sur ses acquisitions. À chacun d'en décider. Publié le 19 août 2008. Vivre à crédit ? La crise économique et sociale touche beaucoup de pays qui ont réagi en mettant en place des plans de sauvegarde, dont les véritables impacts à terme sont mal connus. Quelles seront en effet les répercussions, plus ou moins lointaines, de ces plans qui vont amplifier la dette nationale ? Les États vivent ainsi à crédit, en espérant pouvoir résorber la dette un jour. Cela n'a pas empêché, dans les pays développés, les citoyens de continuer à consommer, en achetant, à crédit. La baisse du pouvoir d'achat n'entame que partiellement le moral des consommateurs qui sont encouragés, par des publicités, à regrouper leurs crédits pour pouvoir aller de l'avant. À cette occasion, ne faudrait-il pas remettre un peu d'ordre et de transparence dans la vérité des prix ? Dans la fringale d'achat, personne ne sait plus ce que coûtent réellement les choses. Ainsi, qui sait que le repas de cantine à l'école, toujours trop cher bien sûr, est payé par les parents pour environ la moitié du prix, que le ticket de transport collectif, toujours trop cher, est payé pour environ 30% par le voyageur, que les frais médicaux, toujours trop chers aussi, sont payés environ à hauteur de 10% par le patient quand ils ne sont pas gratuits. Le reste est alors payé par le contribuable. Dans un secteur important comme l'agriculture, les subventions de la PAC représentaient en 2003 environ 90% du revenu moyen des exploitations, payé par les contribuables européens, notamment les Allemands. Une étude britannique très détaillée montrait que l'agriculture, en 1996, coûtait chaque année à la Grande-Bretagne environ 3,5 milliards d'euros en dépollution, restauration des habitats, traitement des maladies causées par l'agriculture, soit l'équivalent des revenus du secteur. Curieuse façon que de toujours reporter sur quelqu'un d'autre le coût de ce que l'on achète. Soit le contribuable paie pour le consommateur, soit les générations futures paieront pour les présentes. Certes, la solidarité est indispensable pour rétablir des équilibres difficilement tenables, comme dans le cas de la santé, mais celle-ci a aussi ses limites quand on frise une telle indécence. La dette publique d'aujourd'hui rend préjudiciable l'avenir des générations futures, de même que la surexploitation des matières premières, ce qui peut générer des conflits intergénérationnels que l'on presse déjà.
La dette de la France, qui était de 1200 milliards de €, en 2007, devrait passer à 1400 milliards de €, en 2010. Il va donc falloir résoudre cette équation difficile. Comment résorber la dette en l'augmentant chaque année ? Il y aurait de quoi rire si ce n'était pas si grave. Pour en sortir, il faudra bien se résoudre à consommer moins dans les pays développés. Publié le 3 mars 2009. Vous avez des dettes ? Vous y voilà enfin. À la fin de cette année, vous aurez terminé le remboursement de l'achat de votre maison, des travaux d'isolation effectués il y a 10 ans et du changement de voiture d'il y a 2 ans. Ouf, quel soulagement! Tout compte fait, il ne vous reste plus maintenant que 43 000 € de dettes que vous rembourserez, un jour peut-être. L'État français est déficitaire depuis 35 ans, et la dette atteint maintenant 1500 milliards d'euros. On prévoit pour 2012 une dette s'élevant à 90% du PIB, soit 23 500 € par Français, ou encore près de 43 000 € par contribuable puisque la France compte seulement 35 millions de contribuables pour 64 millions d'habitants. Cette année, les recettes de l'État se sont effondrées du fait de la crise et les dépenses ont explosé du fait de la relance. Mais plusieurs pays de l'Union européenne sont prêts à faire encore pire. D'ailleurs, consolons-nous, la dette publique mondiale atteint, elle, 35 100 milliards de dollars. Le déficit budgétaire de la France est de 141 milliards d'euros en 2009, au lieu des 67 prévus par la loi de finances initiale. Chaque corporation demande des aides de l'État, les industriels de l'automobile, les agriculteurs, les restaurateurs, et aussi une baisse des impôts. La France doit donc emprunter pour payer les intérêts annuels de sa dette, soit environ 60 milliards d'euros pour 2009. On a le vertige. Après 2012, élection présidentielle, il faudra bien assainir les comptes publics dans un contexte sans doute très difficile. Attention, impôts en forte hausse en vue. C'est d'ailleurs ce que vient d'annoncer l'Espagne. Quant à la Grande-Bretagne, elle taille à la hache dans les dépenses publiques. Il n'y a guère que les Suédois pour tirer une certaine fierté à payer des impôts élevés, parce que c'est un acte de civisme. Bon Noël quand même. Ah au fait, si vous souhaitez faire quelques achats exceptionnels pour cette période, n'hésitez pas. Les voyages sont soldés, les piscines sont à prix cassé et les quads sont très tendance pour la nouvelle année. Vous participez ainsi à la relance et si vous éprouvez des difficultés, des tas d'organismes vous proposent des crédits, vraiment concurrentiels. Au cas où vous seriez en surendettement, laissez passer, ça va finir par s'arranger comme pour les banques. Les particuliers comme l'État peuvent emprunter pour payer leurs dettes, et les pays peuvent se racheter leurs dettes entre eux. Nous vivons vraiment une époque formidable, c'est carnaval à Noël. Publié le 8 décembre 2009. Combien ça coûte la nature ? Le commissaire européen à l'environnement Stavros Dimas vient de l'annoncer à Athènes fin avril. L'Union européenne n'atteindra pas l'objectif qu'elle s'était fixé de stopper l'érosion de la biodiversité en 2010. Pire encore, entre 40 et 70% des espèces d'oiseaux et entre 50 et 85% des habitats de faune et de flore sont dans une situation de conservation critique, selon l'Agence européenne de l'environnement. Grâce au réseau Natura 2000, on a tout de même réussi à ralentir le rythme de destruction de la nature, dû surtout à l'urbanisation, l'agriculture intensive et les infrastructures routières. Même si les modifications climatiques ont été beaucoup plus médiatisées que l'érosion de la biodiversité, l'opinion publique commence à s'émouvoir devant l'effondrement de la pêche en mer ou la forte mortalité des abeilles. Dans notre société fric, ce qui n'est pas monétarisé a peu de valeur. C'est bien le problème de la nature qui satisfait à nos besoins primaires de façon quasi gratuite, si bien que sa destruction n'a pas d'incidence immédiatement perceptible. Il convient donc de donner un prix aux services rendus par la nature, comme le préconise l'Union européenne en confiant à l'économiste Pavan Sukhdev la direction d'une étude sur l'économie des écosystèmes et de la biodiversité, de façon à apporter aux décideurs, en 2010, des outils pour assurer la transition vers un système économique plus respectueux de la nature. De même, en France, Bernard Chevassus-Louis vient de rendre le rapport du groupe de travail qu'il a présidé, Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes,
http://www.stratégie.gouv.fr/article.php3.id-article égale 980 . Celui-ci vise à présenter les méthodes de quantification de la valeur financière de la biodiversité et à définir des valeurs de référence utiles pour l'évaluation socio-économique des investissements publics. À titre d'exemple, la valeur d'une forêt française est estimée à 970 € à an, et un récif corallien entre 5 000 et 10 000 € à an. On voit bien là les limites de la démarche et ses dérives potentielles. Certes, on mesure l'intérêt de pouvoir intégrer dans le prix des produits de consommation le coût des impacts sur la biodiversité, mais il faut prendre garde à ne pas créer un marché de la biodiversité comme on le fait déjà pour les droits à polluer par exemple. Il s'agit bien de dépasser le stade de l'affectif pour objectiver le coût des atteintes à la nature, en prenant bien garde toutefois de ne pas marchandiser la biodiversité. À ce stade, il serait opportun de tirer les leçons de la crise économique pour aller plus loin, à savoir repenser les fondamentaux économiques en inversant le rapport entre environnement et économie qui nous a conduits dans le mur. C'est l'économie qui doit être une déclinaison de l'environnement, nos besoins vitaux, et non l'inverse. Publié le 12 mai 2009. Crise ou révolution verte ? Selon une étude internationale toute récente de la Sofres, 92% des Français sont inquiets de l'état de la planète. Plus largement, dans les pays développés, un lien est établi entre la crise économique et la crise écologique du fait de l'hyperconsommation. Ainsi, la crise a encore accentué le clivage entre les gouvernements et les opinions publiques, et progressivement apparaît le sentiment que cette crise globale pourrait être salutaire pourvu qu'elle serve à préparer un autre avenir. Plutôt que distribuer des milliards pour les banquiers, l'automobile ou des grands travaux, un fort courant d'opinion se dessine en faveur d'un véritable New Deal vert, qui mobilise l'économie mondiale pour la lutte contre les pollutions, l'insécurité énergétique et climatique, la pénurie d'eau potable ou l'érosion de la biodiversité. Comme le dit l'économiste Michel de Bonneuil, nous devons passer de l'économie de l'avoir plus à celle de l'être mieux, l'économie du quaternaire, nouvelles technologies et développement des services. C'est là que l'on attend les politiques pour tracer la route. Les projets doivent en effet... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.